Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes dans votre nouvel épisode quotidien. 90% des employeurs envisagent de recruter des collaborateurs fixes pour l'année prochaine. C'est le constat du Bureau du Plan que le cabinet de recrutement Robert Half a confirmé. Les entreprises commencent à nouveau à envisager d'engager. Cédric De Smet, directeur régional, explique les raisons de ce mouvement. C'est la situation économique qui se stabilise. Plus de 2500 cyberattaques touchent les hôpitaux chaque semaine. Un problème qui coûte cher et qui menace les dossiers personnels des patients. Une nouvelle assurance a été créée par Reliance et l'assurance AMA. Une solution aux dangers auxquels font face les hôpitaux, comme l'explique Dominique Godet, CEO de Reliance. Quand un établissement est attaqué, il s'arrête. Une nouvelle gamme de vêtements inclusive chez Decathlon, la notation de la dette belge et l'analyse d'Hamid Faljaoui sur la baisse des taux. Restez à l'écoute pour toutes vos analyses de l'actualité. 7 sur 7 à la une. Une étude du cabinet de recrutement Robert Half confirme les prévisions du Bureau du Plan. 90% des employeurs prévoient d'embaucher des collaborateurs fixes l'année prochaine. Cédric De Smet, directeur régional de Robert Half. C'est la situation économique qui se stabilise. Les dernières années, on a enchaîné une inflation élevée, et donc une indexation élevée, la crise du Covid, la crise énergétique, et le marché économique a été très compliqué. Cette année, on est prudemment optimiste, comme je disais, parce qu'on sent que tout ça est en train de se calmer, et donc les entreprises commencent à nouveau à envisager d'engager. La finance, la comptabilité, la technologie. Ces secteurs sont en demande et même si ce dernier est en difficulté, il compte encore 15 000 emplois vacants selon Agoria. Dans la technologie, les fonctions pénuriques sont finalement les nouveaux métiers, notamment les métiers liés à l'intelligence artificielle. Cédric De Smet à nouveau. L'année dernière, on n'en parlait pas ou très peu. L'année dernière, on recrutait par exemple des profils en cybersécurité. Cette année, voilà, toutes les fonctions liées à l'intelligence artificielle sont en demande par les entreprises. Et découle de ça, évidemment, tout ce qui est data analyst et gestion de ces données. Plus de 180 000 postes sont disponibles pour 280 000 demandeurs d'emploi. Une situation paradoxale qui s'explique par le manque de formation. Dans la technologie, ça va plus vite au niveau du business qu'au niveau de la formation. Et donc, les gens se forment pour la plupart par eux-mêmes ou par des formations externes, une fois sur le lieu du travail. Ce n'est pas encore à l'école que c'est suffisamment abordé, en tout cas. L'autre raison, le manque d'attractivité de certains secteurs. En général, ce sont des raisons qui sont salariales, parce qu'en effet, comme les candidats sont moins enclins à changer, ça met une pression sur les salaires qui sont demandés par les candidats. Mais il y a aussi toute une question de flexibilité au sein des entreprises, de possibilité de travail à domicile, d'équilibre vie privée, vie professionnelle, donc de possibilités de formation, d'autres avantages extra-légaux. Selon Robert Half, les recruteurs doivent aussi faire des efforts et alléger les procédures qui peuvent en décourager plus d'un. 7 sur 7 à la une. Les milieux hospitaliers subissent 3 fois plus de cyberattaques que les autres secteurs. Une étude récente révèle que le secteur de la santé subit plus de 2500 attaques chaque semaine. Une situation qui coûte cher et qui menace la sécurité des patients. Quand un établissement est attaqué, il s'arrête. Dominique Godet, CEO de Reliance. Plus de système d'information, plus d'accès aux données médicales, aux diagnostics. Le personnel doit travailler sans système d'information. Donc on reprend les dossiers papier quand ils existent encore. Et tout ça a un coût, bien sûr, mais surtout, c'est un vrai risque pour le patient. Le risque pour les données des patients est qu'elles soient commercialisées par les hackers. Pour se protéger, les hôpitaux dépensent en moyenne 4% de leur chiffre d'affaires au budget informatique. Mais tous n'ont pas les moyens d'engager un risk manager. C'est dans ce contexte que l'association belge AMA Assurance et le groupe mutualiste Reliance lancent la première assurance cyber dédiée au monde hospitalier en Belgique.
Dominique Godet. Qu'on les accompagne dans l'ensemble de leurs risques, à la fois en prévention et en couverture de ces risques. Et le risque cyber est un risque émergent pour ces établissements de santé. Donc c'est tout naturellement que l'on a travaillé à construire des solutions globales de prévention, de pilotage et d'assurance pour faire face à ce risque émergent, mais qui sera un des grands risques de demain. L'Europe a adopté la réglementation NIS2 pour renforcer les mesures de prévention de cyberattaques. Elle est entrée en vigueur le 18 octobre et prévoit des amendes en cas d'hygiène cyber insuffisante. L'offre d'assurance d'AMA et Reliance tombe à pic. On écoute Frédéric Mel, responsable de produits chez AMA. En Belgique, il y a assez peu d'offres. Le marché de l'assurance jusqu'à maintenant avait très peur d'assurer des hôpitaux, surtout en risque cyber, parce qu'il y a vraiment une attractivité à attaquer ces hôpitaux. Et donc c'est pour ça, chez AMA, qu'on a voulu développer une offre d'assurance et d'assistance qui aide les hôpitaux à pouvoir être mieux prémunis contre le risque via l'assistance et d'être assurés si jamais le risque intervient. La question est de savoir si les centres hospitaliers disposeront de suffisamment de moyens pour pouvoir souscrire à ces assurances. Pour l'instant, le budget santé 2025 est bloqué. Le gouvernement en affaires courantes a refusé de l'approuver, estimant que ce rôle reviendrait à la future coalition Arizona. Z sur 7 à la une. Le Décathlon des Verts a présenté sa nouvelle gamme Adapted Sports. Le magasin a conçu une trentaine de produits adaptés aux sportifs de tout niveau atteints d'un handicap. Sophie Criquelion, leader impact social chez Décathlon. Donc on a une gamme qui est une gamme textile, avec des textiles qui peuvent être facilement mis et enlevés. Et après on a une gamme de fauteuils. Donc sur une gamme de fauteuils, on a des fauteuils de basket, on a des fauteuils de tennis, on a des fauteuils d'escrime, d'athlétisme et un handibike. Les personnes porteuses de handicap sont de plus en plus nombreuses dans les clubs de sport, avec une augmentation de 13% en un an. Le but de Décathlon est de rendre le sport plus accessible à tous. Sophie Criquelion. Il faut savoir qu'un fauteuil de sport, c'est entre 4 et 5 000 euros, alors que nos fauteuils dans notre gamme sont entre 2 000 et 2 300 euros. Le deuxième gros avantage qu'on a, c'est que les fauteuils sont entièrement réglables, ce qui permet de couvrir 100% des types de handicap. Avec ces équipements, Décathlon vise les amateurs, les professionnels, les clubs de sport et les ASBL. Christian Pirard est kiné au CHU de Liège et il a fondé l'association Cap de Sport qui propose du sport adapté en plus de la rééducation. Pour lui, c'est une évolution positive pour le secteur. Il est clair que pour l'ensemble du secteur, ça va permettre une meilleure visibilité, le fait de voir plus de personnes pratiquer l'activité ou se balader en vélo adapté, les personnes valides vont être éveillées. Et donc ça va susciter un intérêt de toutes parts, à mon avis, avec un essor grandissant au niveau de la population et de ce matériel. D'autres entreprises participent également à l'évolution de la mobilité. Epure a mis au point Drift, le premier système de frein pour fauteuil roulant. On écoute le cofondateur de l'entreprise, Lancelot Durand. C'est une paire de roues qui s'installe sur n'importe quel fauteuil manuel et qui permet en fait du bout du doigt de ralentir, de tourner ou de freiner sans jamais se cramer la main et surtout avec 5 fois moins d'effort dans les épaules. L'idée elle est venue tout simplement en observant un utilisateur dans la rue, il était dans une pente et à force de se brûler les mains, il a perdu le contrôle de son fauteuil roulant et c'est là que mon associé et moi on a réfléchi à un système qui permette de toujours pousser le fauteuil de la même manière avec une bonne ergonomie et actionner le frein de manière très simple directement par la main courante. Le magasin des Verts servira de showroom, mais les articles seront aussi disponibles en ligne. Une première en Belgique, mais pas en Europe. En 2016, l'Italie avait déjà lancé le concept. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier donne son analyse sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, Nicolas Deltour, stratégiste chez Belfius, parlera de la dette publique belge. Les agences de notation ont publié leur évaluation de la capacité de notre pays à gérer le poids de sa dette,
et l'analyse penche plutôt du côté négatif. Dans la plupart des agences, ces ratings, ces notations vont de triple A, le top du top, à simple C, voire D. Ça, virtuellement, c'est déjà la faillite. Et la zone dite de qualité, ou que les Anglais qualifient de investment grade, eh bien, elle descend jusqu'à triple B-. Donc, on va de triple A à triple B-, parce qu'il y a des sous-catégories. Alors, un triple A, la faillite est pratiquement improbable dans les années à venir. Par contre, évidemment, au fur et à mesure que vous descendez dans les ratings, ça devient plus concret. Un triple B- a grosso modo une chance sur 20 ou une probabilité sur 20 de tomber en faillite dans les 10 ans. Si vous descendez encore, par exemple à B-, là c'est une chance sur 20, mais dans l'année. Et une chance sur 4 dans les 5 ans. 5 ans, c'est souvent l'horizon d'investissement de l'investisseur obligataire. Donc ça, c'est typiquement un risque que certains investisseurs sous-estiment. Ils reçoivent un beau coupon en compensation, ils ne voient que le coupon, mais il faut encore que cette prime, dite prime de risque, compense la terrible probabilité. Dans le groupe AA-, la Belgique est qualifiée d'emprunteur de qualité. La probabilité que notre pays fasse faillite dans les 10 prochaines années est de 1%. La dette fédérale, elle est de l'ordre de 520 milliards d'euros. Pour caricaturer ou pour résumer, on est près de 12 millions d'habitants, donc on a une dette d'à peu près 45 000 euros par habitant. La charge actuelle, elle n'est que de 8,5 milliards à peu près annuellement, soit 1,6% ou 750 euros par habitant. Pourquoi ? On n'est pas encore justement au taux des 2,5 ou 3%, mais parce que l'agence de la dette avait pu faire le plein de dette bon marché au moment où les taux étaient très très bas. Donc le coût de la dette, si vous voulez, va augmenter progressivement au fil du temps, au fur et à mesure qu'on renouvelle les différents financements. Et ce, pour autant qu'on se maintienne dans le rating, ce qui n'est pas gagné. La dégradation donc, de la note belge va amplifier le phénomène d'augmentation du coût. Du côté de l'Espagne, du Portugal ou encore de la Grèce, on observe des perspectives qui sont revues à la hausse, à l'inverse de la Belgique et de la France. Alors c'est vrai que la dégradation de la note belge, elle nous rapproche tout doucement un petit peu plus de la France, elle nous éloigne de l'Allemagne en termes de coûts de financement. Et pendant longtemps, la littérature elle considérait que les États ils étaient presque éternellement solvables. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient lever l'impôt. Bon, alors, tout d'abord, c'est complètement faux. Si vous regardez l'histoire, l'Espagne a fait faillite une quinzaine de fois dans son histoire, la France une dizaine de fois. Même les États-Unis ont fait faillite encore dans les années 30. Et plus proche de nous, il n'y a pas si longtemps, on se souvient de la Grèce dans les années 2012-2015. Par ailleurs, si l'impôt est un filet, c'est un filet qui a sa propre limite de rupture. On est en Belgique, selon les classements, dans le top 10 mondial des pays les plus imposés. Donc l'impôt, on ne peut plus vraiment l'actionner pour résorber les déficits. Or, selon justement le Bureau fédéral du plan, le déficit, il est amené à encore se dégrader en raison du vieillissement, de l'inflation et puis de la hausse attendue des taux d'intérêt. Donc il ne nous reste qu'un champ de bataille et c'est le plus difficile, c'est la réduction des dépenses publiques. On sait que ça ne sera pas une mince affaire. L'Europe et les marchés se sont montrés plutôt indulgents, plutôt complaisants vis-à-vis des États endettés en Europe, et ce depuis la pandémie. Mais ça, c'est fini. Et du point de vue des agences, c'est fini aussi. On voit que le pays commence à être un peu sous pression, puisqu'on partage avec la France la place de pire déficit d'Europe. Les agences de notation risquent donc d'animer la scène politique ou de s'inviter dans le débat politique belge des prochains mois, voire des prochaines années. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. C'est sur la baisse des taux que va se pencher Hamid Faljaoui aujourd'hui. On est à la 3e baisse des taux de la Banque centrale européenne depuis le mois de juin. Un secteur n'est pas heureux de ces baisses, les banques. Écoutez son analyse pour terminer cet épisode. La baisse des taux réjouit beaucoup de gens, les jeunes, notamment les primo-accédants qui pourront acheter leur premier bien immobilier, les entrepreneurs qui ont peut-être des projets, et c'est vrai que des taux d'intérêt plus faibles, c'est mieux. L'État aussi, quelque part aussi avec la dette publique. Alors bon, c'est vrai que je mélange un peu les taux à long terme et les taux à court terme. Alors, mais grosso modo, c'est quand même une bonne nouvelle, sauf pour les banques, puisque les banques ont été habituées ici depuis 2 ans avec la remontée brutale et très rapide d'ailleurs des taux. Elles ont
ont pu refaire leur marge, puisque vous savez que les profits des banques, c'est la différence entre les crédits, le taux d'intérêt qu'elles donnent et qu'elles reçoivent pour les crédits, puisqu'elles nous donnent à nous en tant que simples clients. Et donc, ils se sont fait de belles marges les 2 dernières années, à tel point que la plupart des banques européennes, et belges en particulier, ont fait des profits non seulement records, mais même historiques. Par exemple, en Belgique, les 4 premières grandes banques belges ont en 2023 8,5 milliards d'euros de profits. Alors évidemment, aujourd'hui, elles sont un peu moins heureuses, tout simplement parce que évidemment, la Banque centrale est en train de diminuer les taux depuis juin 3 fois, vous l'avez dit. Et donc ça met une pression, effectivement, sur les marges des banques. Et donc, on se demande comment elles vont les compenser. Et donc, probablement, alors c'est une étude de McKinsey qui a été faite, là, elle dira peut-être qu'il faudra qu'elles diminuent leurs coûts encore plus rapidement que les taux d'intérêt ne sont en train de diminuer. Dans les banques, les clients pourraient faire les frais de cette compensation, de cette baisse de la marge. Par une augmentation des frais, ou alors des services qui étaient gratuits qui deviendront encore plus payants, ou alors à travers les commissions, notamment tout ce qui est investissement action, ça c'est une piste, ou par la diminution aussi du nombre d'agences qui a déjà fortement diminué, ou simplement c'est aussi la variable les employés. Les employés peuvent aussi être mis au service, je dirais, de cette marge, ou alors ce seraient les actionnaires. Mais là l'expérience que j'ai me montre que entre les actionnaires et peut-être les clients et les employés, en général, on choisit plutôt de sauvegarder le bon contact avec les actionnaires, et notamment en cette période-ci où beaucoup de banques veulent peut-être acheter d'autres banques. On parle de plus en plus de fusion bancaire, et avoir un cours assez élevé peut permettre de servir de monnaie d'échange aussi. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ce sera plutôt le client. Il y aura plus d'automatisation, vous allez plus parler avec des chatbots qu'avec des êtres humains, etc. Voilà, ce sera sans doute cette piste-là, mais à voir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.